macabre mystère. Nous sommes à Chicago, 1893. Une ville en pleine effervescence. Les rues s'illuminent sous les premières lampes électriques. L'exposition universelle attire des milliers de curieux venus découvrir le futur. La lumière, la modernité, le progrès. C'est l'Amérique triomphante, sûre d'elle. Mais à quelques rues des pavillons éclatants, dans le quartier d'Englewood, un autre bâtiment s'élève, loin des regards. Une construction aux fenêtres étroites, aux couloirs qui ne mènent nulle part. Un édifice étrange, presque vivant. Un lieu qu'on appellera plus tard le château du mal. Et moi, je vais vous raconter ce qui s'y passait, derrière ces murs, sous la façade d'un hôtel respectable, dans les entrailles du diable lui-même. Il s'appelait Herman Webster Mudgett, mais vous le connaissez sous le nom de H. Holmes. Né en 1861 dans le New Hampshire, il était brillant, manipulateur et d'un calme inquiétant. Enfant, il avait peur des cadavres, jusqu'au jour où on le força à toucher un squelette humain. Ce jour-là, la peur fit place à la fascination. À l'université de médecine du Michigan, Holmes découvrit qu'on pouvait tirer profit de la mort. Il volait des cordes à la morgue, les défigurait, puis les faisait passer pour des victimes d'accidents. Afin de toucher les assurances, il disséquait, expérimentait et revendait parfois les squelettes à des écoles de médecine. Chaque cadavre était une opportunité. Holmes n'étudiait pas la médecine pour sauver des vies. Il l'étudiait pour comprendre comment les éteindre sans laisser de traces. Et surtout, comment en tirer profit. Quand il arrive à Chicago, il change de nom. H. Holmes. Le docteur distingué, courtois, toujours souriant. Il achète un terrain à Englewood et fait construire un grand bâtiment. 3 étages, une pharmacie au rez-de-chaussée, des chambres à louer pour les visiteurs de l'exposition universelle. Mais ce n'est pas un hôtel, c'est une machine à tuer. Holmes engage et renvoie des ouvriers en permanence pour que personne ne comprenne le plan d'ensemble. Chaque mur, chaque couloir, chaque porte a un but précis. Certains débouchent sur des pièces sans issue, d'autres sur des trappes menant directement au sous-sol. Les portes se verrouillent de l'extérieur, les chambres sont insonorisées et les conduits d'aération peuvent transporter du gaz. Sous le plancher, Holmes installe des fours crématoires, des cuves d'acide, des tables d'opération. Le sol du sous-sol est couvert de taches qu'aucune eau ne peut laver. Dans son carnet, il appelle ce lieu « mon laboratoire », un endroit où il observe la mort comme une expérience scientifique. Le plan complet du bâtiment n'a jamais été retrouvé. On estime qu'il y avait plus de 100 pièces, dont certaines sans fenêtres, et un système secret de conduits reliant les chambres entre elles. Des témoins ont affirmé que Holmes s'amusait à se perdre lui-même dans le labyrinthe pour tester l'efficacité de la peur. L'architecte d'origine, Aetna Iron Works, n'a jamais été payé et plusieurs ouvriers ont mystérieusement disparu après le chantier. Holmes n'a pas besoin de forcer, il charme. Sa voix douce, son regard calme, sa politesse, tout inspire la confiance. Les femmes tombent sous le charme de ce docteur cultivé, courtois et si rassurant. Il engage de jeunes employés dans sa pharmacie, leur promet un logement, l'amour, une vie meilleure. Certaines deviennent ses amantes, d'autres ses épouses, sous de faux noms.
Mais elles ont toutes un point commun. Elles disparaissent. Souvent, elles laissent une lettre écrite sous sa dictée, annonçant un départ précipité. Holmes explique qu'elles ont trouvé un nouvel emploi ou qu'elles sont parties en voyage. Mais leurs valises, leurs bijoux, leurs vêtements restent dans leur chambre. Le plus sordide, c'est la méthode. Holmes observe chacune de ses victimes, étudie leurs habitudes, leurs peurs. Certaines sont enfermées dans des pièces qui se rétrécissent lentement. D'autres meurent asphyxiées dans une chambre à gaz pendant qu'il les regarde par un Judas. Il contrôle tout, même leur dernier souffle. Les corps sont ensuite descendus par une trappe jusque dans le sous-sol. Là, Holmes les dissèque, retire la chair, blanchit les os et revend les squelettes à des universités. Chaque meurtre devient une transaction, une ligne dans ses comptes. Parmi ses victimes les plus connues figurent Julia Smythe et sa fille Pearl, disparues à Noël 1891. Holmes aurait promis à Julia un mariage avant de la tuer dans sa chambre à gaz. D'autres femmes, comme Emmeline Cigrand et Minnie Williams, ont également disparu après lui avoir cédé des biens immobiliers. Les contrats étaient toujours à son nom. Pendant des années, Holmes échappe à tout. Il change de ville, d'identité, de femme. Son sourire est son arme la plus efficace. Mais en 1894, il commet une erreur. Avec un complice, Benjamin Pitezel, il organise une arnaque à l'assurance vie. L'idée, simuler la mort de Pitezel pour encaisser la prime. Mais Holmes préfère le tuer réellement, avec du chloroforme. Puis il fait disparaître 3 de ses enfants, qu'il aurait étouffés, l'un après l'autre. Quand la police découvre les cadavres, tout s'effondre. Les détectives fouillent enfin son hôtel d'Englewood. Ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement. Des murs doublés de plomb, des portes sans poignées, des pièces capitonnées, des tuyaux menant à des chambres à gaz. Dans le sous-sol, des instruments chirurgicaux, des squelettes incomplets, des restes humains conservés dans des bocaux. L'air sent encore le gaz et le métal brûlé. Les journaux s'emparent de l'affaire et baptisent le lieu The Murder Castle, le château du meurtre. Le journal The Chicago Tribune titra à l'époque « La maison du diable, découverte à Englewood ». Les enquêteurs mettront plusieurs semaines à fouiller entièrement le bâtiment, trouvant même des registres d'hôtels où Holmes avait noté les initiales de certaines victimes. L'affaire fit la une nationale, éclipsant presque la fin de l'exposition universelle. Holmes est arrêté à Boston. Lorsqu'on l'interroge, il ne semble pas inquiet. Il plaisante, sourit, raconte des histoires contradictoires. Il avoue, se rétracte, puis invente d'autres crimes. « Je suis né avec le diable à mes côtés », déclare-t-il un jour à un journaliste. À son procès, les témoignages s'enchaînent. Des femmes disparues, des employés qu'on n'a jamais revus, des parents qui cherchent leurs enfants. Mais Holmes garde son sang-froid, comme s'il assistait à une pièce de théâtre. Le verdict tombe en 1895. Coupable du meurtre de Benjamin Pitezel, condamné à mort par pendaison. Mais combien a-t-il tué ? 10 ? 50 ? 200 ? Personne ne le saura jamais. Pendant son procès, plus de 50 personnes vinrent témoigner. Plusieurs universités confirmèrent avoir acheté des squelettes à un homme correspondant à sa description.
L'avocat général affirma qu'il avait fait de la mort un commerce. Holmes rédigea aussi des lettres à la presse depuis sa cellule, essayant de vendre son histoire pour de l'argent. Avant son exécution, Holmes écrit une confession. Un texte étrange, entre vanité et délire. Il s'y décrit comme un être exceptionnel, incapable de ressentir le mal. Il détaille ses crimes, mais en enjolive d'autres, comme s'il se mettait en scène une dernière fois. Le 7 mai 1896, à la prison de Philadelphie, il monte à la potence. Son dernier mot, un sourire. Le bourreau tire la manette, mais la corde ne casse pas net. Holmes met plus de 15 minutes à mourir, lentement, sous les yeux du public. Même dans la mort, il reste maître du spectacle. Après sa mort, plus de 5000 personnes se pressèrent pour voir son cercueil. Des journaux vendirent des photos de son visage inerte. Certains visiteurs volèrent même des morceaux de corde comme souvenir du diable. Après son exécution, les rumeurs courent. Certains affirment qu'il aurait simulé sa mort, qu'un autre corps aurait été pendu à sa place. Lorsqu'on exhume sa tombe en 2017, on découvre que son corps est encore intact, enfermé dans du ciment. Exactement comme il l'avait exigé. Peut-être pour empêcher qu'on profane sa dépouille, ou peut-être pour que le diable ne sorte plus jamais. L'hôtel, lui, a brûlé dans un incendie mystérieux, peu après son arrestation. Les plans ont disparu, et personne ne saura jamais combien de murs cachaient encore des secrets. Parmi les rares objets sauvés, un carnet. Sur une page, cette phrase : « Chaque vie que j'éteins est une ligne de mon œuvre. » La mort, elle, est la seule vérité pure. En 2022, une lettre attribuée à Holmes a refait surface dans une collection privée. Elle mentionnait une expérience inachevée et portait la signature HHH, son style habituel. Les experts ne s'accordent pas sur son authenticité. Holmes n'était pas un simple tueur. Il était un architecte de la peur, un scientifique du crime, un homme qui transformait la mort en expérience. Son château n'existe plus, mais sa légende, elle, hante encore Chicago. La nuit, on entend des pas dans les ruelles d'Englewood, comme si le diable, encore une fois, cherchait un nouveau laboratoire. Et si le mal, finalement, ne mourait jamais, mais changeait simplement d'adresse. L'homme n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il croit maîtriser la mort. Extrait du carnet de sang. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est le plus long de la saison, ainsi que le dernier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et un commentaire. Cela aide beaucoup le podcast. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle saison de Macabre Mystère.